Le 8 août 1990, un policier de Raleigh, en Caroline du Nord, répondit à un appel concernant une mini-fourgonnette suspecte garée dans une petite rue. L'agent transmit le numéro de la plaque au poste de police. Le véhicule était enregistré au nom de Cathy Villoria, 24 ans, une employée d'un hôpital du quartier. La veille au soir, le mari de Cathy avait signalé sa disparition. Le policier fit alors une découverte macabre. Dans la mini-fourgonnette se trouvait le corps nu d'une jeune femme. Pendant que les policiers restreignaient l'accès au lieu, les enquêteurs arrivèrent. Le détective John Bisley examina la mini-fourgonnette. En regardant par les fenêtres, on pouvait voir qu'il y avait eu une lutte, car les chaussures de la jeune femme se trouvaient dans la partie avant du véhicule et son corps dans la partie arrière. Des bas nylons lui enserraient la gorge. Ils n'étaient pas noués, mais ils étaient tout de même très serrés autour de son cou. Il était évident qu'on l'avait étranglée. Les vêtements de la victime ainsi que son sac à main avaient disparu. On pouvait également voir qu'elle avait été violée. Les enquêteurs examinèrent attentivement l'extérieur du véhicule à la recherche d'indices. On fit venir une escouade canine. Le maître chien fit sentir l'intérieur du véhicule à son animal et lui ordonna de suivre cette odeur. Le chien le mena au bout de la rue. L'expert en scène de crime W.E. Hensley faisait alors partie de l'équipe de recherche. Ce que cela indiquait, c'était que celui qui avait garé la mini-fourgonnette là, tôt le matin, en était descendu du côté du conducteur. Puis il s'était rendu à pied jusqu'à la grille du stationnement des employés de l'hôpital. Et il était entré dans ce stationnement. C'était très révélateur pour nous. L'attaque avait vraisemblablement eu lieu à cet endroit. Les policiers ratissèrent le secteur mais n'y trouvèrent aucun autre indice. On remorqua la mini-fourgonnette à la fourrière de la police de Raleigh où l'on sortit le corps pour autopsie. J'étais d'avis qu'en déménageant le véhicule, c'était toute la scène du crime que l'on transportait, y inclut le cadavre, et qu'on mettait cette scène de crime dans un endroit où l'on pourrait mieux effectuer les analyses requises. Hensley évitait ainsi de perdre cheveux ou fibres suspectes en examinant le véhicule dans de piètres conditions. Les scènes de crime ont toujours une histoire à raconter. L'heure, les conditions ambiantes, l'identité de la victime et la signature de l'auteur du meurtre. En ce qui concernait la fouille du véhicule, nous avions la conviction que tout poil, fibre ou élément de cette nature serait très important dans cette affaire. Le tueur avait, semblait-il, tenté d'essuyer ses empreintes avant de quitter le véhicule. L'individu qui était monté à bord avait laissé quelque chose de lui-même à l'intérieur et emporté, sans le savoir, quelque chose qui provenait de ce véhicule. Nous devions trouver ces éléments. Sur le siège avant, les experts trouvèrent une paire de chaussures de femme. Il y avait des éraflures sur les talons aussi bien que sur le dessus. On trouva également des câbles de démarrage sur le siège avant. Ces câbles pouvaient indiquer que la victime avait aidé quelqu'un qui avait des ennuis mécaniques. Sans doute dans le terrain de stationnement. Sur le tapis du côté du conducteur, les enquêteurs remarquèrent des taches de boue. C'étaient des traces de chaussures. La trace sur ce tapis semblait avoir été laissée là par une chaussure de course. On a pensé que cette empreinte pouvait avoir une certaine importance. On devait manipuler les tapis avec les précautions les plus extrêmes. Il fallait faire attention, car ces tapis étaient flexibles, et qu'en les bougeant, on risquait de fausser les empreintes de boue. Il fallait donc que ces tapis restent en tout temps parfaitement plats. On les a mis dans des boîtes ou on les a fixés avec du ruban adhésif pour s'assurer de ne pas déformer les empreintes. Les experts se mirent ensuite à la recherche de micro-indices. Tout cheveu, poil ou fibre qui adhérerait au ruban adhésif serait conservé et examiné. On trouva alors des cheveux qui avaient adhéré au plafond de la mini-fourgonnette. Ils ne ressemblaient pas aux cheveux de la victime. On pouvait donc présumer qu'ils provenaient du meurtrier. Les détectives en déduisirent que celui-ci, en chevauchant sa victime, s'était frotté la tête sur le plafond du véhicule. Hensley commença à dresser le portrait du meurtrier. Selon nos indications, il se trouvait dans le stationnement des employés et par conséquent, il pouvait avoir un lien quelconque avec la victime puisque tous deux travaillaient au même endroit. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarqua des contusions au cou de la victime et conclut qu'elle était morte par strangulation. Elle préleva des mèches de ses cheveux qu'elle déposa dans une enveloppe. Elle envoya ses cheveux au laboratoire judiciaire pour que les experts puissent éventuellement les comparer aux cheveux qu'on trouverait peut-être dans le cadre de l'enquête. La victime avait été violée. Le médecin légiste recueillit alors des échantillons des fluides corporels trouvés sur elle.
Un violeur et un meurtrier violent couraient toujours dans les rues de Raleigh, en Caroline du Nord. Les détectives devaient le retrouver avant qu'il ne passe de nouveau à l'attaque. Vu l'absence de témoins, les enquêteurs devraient tenter de trouver des pistes. Comme le sac à main de Cathy ne se trouvait pas dans son véhicule, peut-être son meurtrier avait-il pris ses cartes de crédit. Le détective Beasley contacta sa banque et apprit que le soir du meurtre, quelqu'un avait utilisé sa carte bancaire à 3 reprises au même guichet. Il a pu retirer 100 $ la première fois qu'il l'a utilisé. À ce moment-là, c'était le montant maximal pour une journée. Il est retourné et a tenté de faire un autre retrait, sans succès, et il a encore essayé une 3e fois. Les détectives récupérèrent la caméra de surveillance du guichet. Malheureusement, les photos étaient trop floues pour permettre d'identifier l'homme au guichet automatique. Entre la première et la deuxième transaction, un autre client utilisa le guichet. Interrogé par la police, cet homme déclara qu'il se souvenait très nettement du suspect. Quand l'homme était arrivé, un jeune noir venait tout juste de retirer de l'argent, mais ne semblait pas avoir terminé ses transactions. Le témoin était à côté de lui quand il a vu retirer les 100 $, puis tenter de faire un autre retrait. Il a trouvé qu'il avait un comportement louche et il s'est demandé pourquoi c'était aussi long. Il savait qu'il ne pourrait pas en retirer à nouveau et pourtant il restait là et tentait de faire un autre retrait. Le témoin décrivit l'homme à un dessinateur judiciaire en lui fournissant sa taille, son poids approximatif, la couleur de sa peau et ses caractéristiques faciales. Munis de ces informations, les enquêteurs se rendirent alors à l'hôpital où travaillait Cathy Villoria. Quelqu'un reconnut le visage du croquis. Il ressemblait à un homme qui travaillait à la buanderie de l'hôpital. La responsable de la buanderie confirma à son tour que le visage ressemblait à celui de Michael Sexton, âgé de 23 ans. Selon sa feuille de présence, il était au travail le jour du meurtre de Cathy, mais avait disparu au cours de l'après-midi. Il n'était revenu que vers 18h30. Il s'était absenté du travail pendant 2 heures, puis il est revenu en courant pour dire qu'il devait rentrer chez lui. Il avait des ennuis avec sa voiture et il ne s'est pas représenté au travail ni le jeudi ni le vendredi suivant. Pour les détectives, Michael Sexton se comportait comme quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. Mais on était encore loin de faire la preuve de sa culpabilité pour le viol et le meurtre de Cathy. Les enquêteurs se rendirent à la maison où Sexton vivait avec sa petite amie. Cette dernière les autorisa à fouiller les lieux. Selon Hensley, ils y recueillirent ses uniformes et des paires de chaussures de course. On a pris 3 paires de chaussures de course. On a apporté tous ces indices potentiels au labo pour les faire analyser et pour faire des comparaisons avec les empreintes. Les chaussures du suspect furent envoyées avec les tapis du véhicule au bureau d'identification de Wake County. Là, Johnny Leonard est l'expert en empreintes de chaussures. En examinant ces empreintes, j'ai facilement pu éliminer 2 paires de chaussures dont les semelles ne correspondaient pas aux traces. On pouvait aisément les éliminer par leurs caractéristiques. Cependant, la 3e paire de chaussures était de la même dimension et de la même marque que l'empreinte de la scène du crime. Leonard appliqua de la poudre métallique sur la semelle d'une des chaussures. Ensuite, avec un ruban adhésif très large, il préleva le dessin de la semelle et le colla à une carte. Cette carte fut placée dans un grand appareil photo où elle fut ensuite photographiée et transférée sur un acétate. Une fois obtenue, cette image fut superposée à la photo de l'empreinte du tapis pour comparaison. Leonard examina les marques d'usure particulières et trouva finalement ce qu'il cherchait. Il y avait une petite entaille sur la semelle qui était également présente sur la chaussure. En conséquence, nous savions sans l'ombre d'un doute que c'était identique. La chaussure du suspect avait produit cette empreinte. Les enquêteurs disposaient maintenant de la preuve que le suspect s'était trouvé dans le véhicule, mais rien encore ne démontrait qu'il avait été en contact avec la victime. On obtient généralement des empreintes à partir d'objets plats et durs, mais les surfaces irrégulières peuvent également receler des indices. Leonard appliqua de la poudre métallique sur la semelle et le talon de la chaussure de la victime. Et alors, contre toute attente, une petite portion de l'empreinte d'une chaussure est apparue.
L'expert préleva et plaça cette empreinte partielle de la chaussure sur une carte et il la compara à celle de la chaussure du suspect. L'empreinte sous la chaussure de Cathy Villoria était identique. On avait là la preuve formelle que le suspect avait été en contact avec la victime. Les policiers se rendirent ensuite à la maison où Sexton vivait avec sa petite amie, comme nous le raconte le détective Beasley. Les détectives ont alors trouvé Michael Sexton. On lui a dit qu'on interrogeait des gens à l'hôpital et que son tour était venu. On lui a demandé de venir répondre à nos questions, ce qu'il a accepté de faire. Au poste de police, Sexton se montra coopératif. Il accepta de donner des échantillons de ses fluides corporels pour analyse. On préleva un échantillon de sa salive à l'intérieur de sa bouche afin d'en extraire l'ADN. Sexton accepta également qu'on prélève un échantillon de ses cheveux. Ceux-ci seraient comparés en laboratoire. Pour l'expert Hensley, ces indices étaient très précieux. Les indices dont on disposait, et en particulier ceux trouvés dans le véhicule, étaient du sang, des fluides corporels, des cheveux, des fibres, des vêtements. Et c'est sur ces indices qu'on se concentrait. À l'aide d'un stéréoscope, les experts se mirent à la recherche de caractéristiques communes entre les deux échantillons de cheveux. Parmi d'autres caractéristiques importantes, ils en évaluèrent la couleur, la longueur et le diamètre. Un échantillon prélevé sur la victime lors de son autopsie et un échantillon inconnu provenant de la mini-fourgonnette de la victime furent ensuite comparés côte à côte. Cette analyse révéla que les cheveux prélevés dans le véhicule ne provenaient pas de la victime. Mais lorsqu'on compara ces cheveux à ceux du suspect, la correspondance était parfaite. Et ce n'était pas la seule preuve de la présence de Michael Sexton dans la section arrière de la mini-fourgonnette de Cathy Villoria. Pour examiner minutieusement les vêtements recueillis dans la maison de Sexton, les techniciens les posèrent sur une grande table. À l'aide d'un ruban adhésif transparent, ils recueillirent tout ce qui s'y trouvait, centimètre par centimètre. Ils trouvèrent des fibres provenant de la fourgonnette de la victime sur les vêtements du suspect. Ils trouvèrent également des fibres de ces vêtements dans le véhicule. Les enquêteurs devaient maintenant découvrir si l'ADN du suspect était identique à celui des fluides corporels recueillis sur la victime. Pour analyser les échantillons d'ADN du suspect, les experts eurent recours à l'électrophorèse. Ce procédé permet de séparer les enzymes de chaque échantillon. Certaines enzymes varient d'une personne à l'autre. Grâce à un courant électrique, on sépare les enzymes pour les analyser. L'échantillon est mis dans un gel et soumis à un courant électrique. Les enzymes se meuvent alors dans le gel. Elles se déplacent chacune sur une certaine distance distincte, créant ainsi une configuration unique de bande noire. Si deux échantillons sanguins créent la même configuration, c'est que les échantillons proviennent vraisemblablement de la même source. Dans ce cas-ci, les échantillons produisirent des résultats identiques. Au poste de police, les détectives mirent Sexton devant les faits. Il nia tout. Il déclara à la police qu'il avait eu des ennuis avec sa voiture ce jour-là et que la victime lui avait offert de le conduire chez son cousin où il pourrait emprunter ses câbles de démarrage. Il a dit que peu avant d'arriver, elle a accepté d'avoir une relation sexuelle avec lui et qu'ils sont alors allés dans la partie arrière de la mini-fourgonnette. Toujours selon lui, elle aurait alors changé d'avis. Comme elle avait vu son nom sur son uniforme, il aurait eu peur qu'elle le dénonce. Les détectives savaient que le suspect ne leur avait pas raconté toute l'histoire. On le soupçonnait d'avoir attiré sa victime en lui faisant croire que sa voiture était en panne. Mu par son appétit criminel, il aurait profité de la gentillesse de Cathy pour en faire sa proie.
La Cour de l'État de la Caroline du Nord a reconnu Michael Sexton coupable d'un viol et d'un meurtre au premier degré. Il a été condamné à la peine de mort et exécuté en novembre 2001. Lorsque le meurtrier n'a aucun passé commun avec sa victime, les détectives doivent travailler dans l'obscurité pour l'identifier. Mais pour les policiers déterminés à trouver un coupable, aucun indice n'est négligeable, même minuscule. Aujourd'hui, la criminalistique fait la lumière sur de nombreux meurtres et permet de résoudre les enquêtes de ces rencontres fatales.